Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également le secteur de la gestion de patrimoine à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous aurons le plaisir d'accueillir à nouveau Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR, avec qui nous évoquerons les évolutions à venir du label en question, mais aussi les enjeux de l'ISR en 2022, avec notamment les débats autour de la taxonomie verte au niveau européen. Ce sera dans un instant dans Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Et puis ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous ferons le point sur les litiges qui opposent parfois les épargnants et les opérateurs sur les marchés financiers avec Marielle Cohen-Branche, le médiateur de l'AMF. Nous reviendrons sur le rôle à part de ce médiateur dans la gestion des différends entre particuliers et entreprises, mais aussi sur les tendances de ces différends en 2021. Est-ce que certains sujets sont récurrents? Si oui, pour quelles raisons? Y a-t-il encore besoin de pédagogie lorsque l'on décide de placer son argent? On en parle dans un instant. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine, où nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR. Bonjour Michèle Papalardo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission à nouveau. On s'était vu il y a quelques mois. Vous veniez de prendre donc la présidence du comité du label ISR. Là, une question très générale pour commencer. 2022 s'ouvre. Quels sont pour vous les grands enjeux ISR auxquels on va devoir répondre en France et même en Europe ? Les grands enjeux, c'est ceux sur lesquels nous avons travaillé. C'est pour ça que la gouvernance a été modifiée en fin d'année dernière. C'est, pour moi en tout cas, de faire en sorte que l'ISR et le label qui est censé faciliter les choses pour les investisseurs soient compris, crédible et de toute confiance pour les investisseurs et les épargnants. D'accord. Et pour ça, il faut accompagner l'épargnant et l'investisseur dans la compréhension de tout ce qui est en train de se passer dans ce domaine qui est extrêmement riche aujourd'hui en évolution, ce qui est une extrêmement bonne chose. Il ne faut pas simplement dire « oh là là, c'est très compliqué ». Oui, c'est ça, parce forcément très compliqué. Il y a beaucoup d'initiatives, donc effectivement parfois un petit peu de flou, mais il faut voir le positif, c'est ce que vous nous dites. Oui, toujours. Toujours. Et il faut surtout bien réaliser qu'on ne peut pas passer du système d'avant à tout d'un coup de l'investissement responsable juste en claquant des doigts. D'accord. C'est très complexe. Il nous faut d'abord essayer de faire en sorte que les réglementations des uns et des autres soient les plus cohérentes possibles et même les plus identiques possibles, parce que sinon on va perdre tout le monde. C'est ça, avoir la même grille de notation de ce que c'est que de l'ISR au niveau de chacun des pays. Ce n'est pas simple puisqu'on part de directions différentes et d'endroits différents. Donc il faut rapprocher les uns et les autres et c'est tout le challenge qu'il y a avec les réglementations européennes. Puisque la réglementation européenne, elle a vocation bien entendu à unifier derrière toutes les démarches. Sauf qu'on a commencé les uns et les autres dans tous les pays à faire un certain nombre de choses. Pas toujours exactement avec la même logique, les mêmes préoccupations. C'est normal, on a des cultures différentes, on a des situations économiques différentes. Donc, les rapprocher tout de suite. Et on voit bien la difficulté. D'abord, il y a beaucoup de sujets à rapprocher. On part toujours de la taxonomie. C'est très, très bien. Parce que c'est le sujet du moment, les discussions du moment. On a l'impression que c'est du moment, mais je pense que c'est un moment qui va durer. D'accord. Juste, je rappelle, la taxonomie, c'est censé régler... dire précisément ce que c'est que l'investissement responsable, mais à la fois dans le domaine environnement, dans le domaine social et dans le domaine de la gouvernance. Et là, pour le moment, on n'est que sur la partie environnement. Bien sûr, donc le reste, ça fera après. Et sur la partie environnement, on a bien identifié 6 piliers. 6 sujets, et on est en train de travailler sur 2 piliers. D'accord. Donc tout ça pour vous dire, vous voyez, il y a encore tout ce travail-là qui va se faire derrière. Donc ces 2 piliers qui sont du coup... Qui sont le climat et l'adaptation climat. C'est-à-dire réduire les émissions et s'adapter au changement climatique. Mais les sujets biodiversité, les sujets déchets, les sujets eau, etc., ils sont bien prévus et ils vont venir après. Et je vous rappelle que pour qu'un investissement soit effectivement en phase avec la taxonomie et responsable, il faut non seulement qu'il soit bon pour l'un des piliers, donc par exemple
soi-disant bon pour réduire les émissions, mais il ne faut pas qu'il soit nuisible pour les autres. Bien sûr, oui, complètement. Et donc, les autres, d'abord, on ne les a pas encore complètement définis. et puis, ça veut dire que les choses ne sont pas blanches ou noires. Elles sont toujours plus compliquées que ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui pourrait être remis en cause demain, ou là, quand même, on prend on est sur des discussions de long terme? Je pense que le travail qui se fait, il faut bien commencer par un bout et finir par un autre. Donc, c'est normal qu'on le fasse comme ça. Mais il faut toujours avoir en tête que, et ça, on a souvent de la difficulté à le faire parce que ça complexifie les choses, il ne faut pas seulement être bon pour un sujet, un point, un domaine de l'environnement, il ne faut pas non plus avoir d'impact négatif sur les autres. Et c'est ça qu'on a souvent un petit peu de difficulté à intégrer, parce que bien sûr, ça complique. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un investissement, vous devez vous poser des tas de questions sur tous les domaines. Je laisse de côté, mais il ne faut pas les domaines sociaux et les domaines de gouvernance. Mais alors justement, est-ce que ça ne fait pas... c'est une question qu'on peut se poser, alors que le climat est un des grands enjeux, finalement, de cette année, mais aussi des années précédentes et des années futures. Est-ce que mettre dans le même sac, si je puis dire, les sujets sociaux, les sujets environnement, les sujets gouvernance, ça rend pas encore plus compliqué les avancées dans chacun des domaines? Ça rend plus compliqué, mais si vous ne le faites pas, vous ne faites pas du durable, en tout cas. D'accord. Je rappelle, le durable, c'est économique, social, environnemental, gouvernance, etc. Et environnement, bien entendu. Donc, l'idée forte derrière tout ça, c'est qu'on ne peut pas, effectivement, lutter contre le climat et puis se désintéresser totalement du respect des droits de l'homme, par exemple. Bien sûr. Oui. Ou de la mixité sociale. Voilà, il n'y a pas de raison. Il y a des priorités. Selon les acteurs, selon ce qu'ils font, ils vont peut-être plus se préoccuper d'un sujet que d'un autre, ça c'est normal. Mais globalement, on souhaite avoir une société qui ne marche pas que sur un pied, qui ne fasse pas que du climat, et puis qui se désintéresse tout à fait de la biodiversité, si on reste dans l'environnement, ou de l'eau, par exemple, parce que ça serait pas non plus très satisfaisant d'avoir des vrais problèmes d'eau. Alors après, les sujets sont souvent liés. C'est sûr qu'une partie des problèmes qu'on a avec la biodiversité ou avec l'eau, c'est lié au climat. Et donc là, effectivement, tout se recoupe. On recomplexifie un petit peu, je suis d'accord. Et alors, je reviens sur, effectivement, où vous disiez qu'il ne suffit pas d'être bon élève sur une partie pour oublier qu'on peut être mauvais élève sur une autre partie. Et c'était un peu le sujet qu'on a en ce moment dans les discussions avec le nucléaire ou le gaz, qui du coup sont intégrés, ou en tout cas seraient intégrés, puisque rien n'est figé encore, on est encore dans des discussions, mais seraient intégrés dans cette taxonomie verte, non pas comme des énergies vertes, mais des énergies de transition. Le nucléaire est un très bon exemple, si jamais c'est le cas, c'est que quand il s'agit de regarder l'empreinte carbone, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement elle est faible, voire nulle, mais les discussions sont de dire oui, mais je ne sais pas quel impact cela peut avoir sur l'environnement à long terme. Et donc c'est pour ça qu'il y a des discussions sur le sujet. Je pense que c'est une bonne manière de comprendre le cœur du débat. Mais cette question qu'on se pose sur le nucléaire, il faut qu'on se la pose sur tous les autres, et on se la pose sur tous les autres sujets, puisque on ne peut pas voir que les aspects positifs, il faut aussi regarder les aspects négatifs sur l'environnement ou sur le reste, et puis trouver l'équilibre, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement rien qui est que bon pour l'environnement. Oui, c'est ça. Ou alors on remet en cause notre modèle actuel. À partir du moment où on est sur... Ah oui, ça, de toute façon, je pense qu'il faut le faire. Oui. À partir du moment où on est sur une activité humaine, l'activité humaine, elle a un impact sur l'environnement. Elle le change, puisqu'on est là, et éventuellement, vous voyez, nous parlons, on émet aussi du gaz. Voilà. Donc, l'activité humaine, elle a toujours un impact, et les énergies, c'est encore plus vrai, a toujours un impact sur l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les solutions qui sont les moins nuisibles à une partie de l'environnement pour être bonnes sur d'autres parties qui sont notamment les émissions carbone qu'il faut réduire, on en est bien d'accord. Alors je reviens sur les trois piliers que vous nous avez donnés tout à l'heure. Vous avez donné donc le sujet de la crédibilité, le sujet de la connaissance et de la compréhension, et ce troisième sujet qui est celui de la confiance finalement des investisseurs en fait dans ce tampon que peut être le label ISR ou les initiatives de réglementation pour dire bon bah là c'est bon, vous faites ce qu'il faut faire entre guillemets parce que il y a un sujet là-dessus aussi, c'est-à-dire que de compréhension de compréhension des professionnels de la finance sur ce qu'il faut faire quand on fait de l'ISR. Oui, parce que les professionnels de la finance ne sont pas des professionnels de l'environnement, par exemple. Bien sûr. Et juste le tout petit échange qu'on a fait, vous voyez bien que c'est très compliqué. Oui, et ils ne vont pas tout d'un coup devenir professionnels de tous les sujets sur lesquels il y a des questionnements, et il y en aura sur toutes les activités humaines. Je reviens sur ce que je disais. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des guides. Et la taxonomie, c'est un guide.
Mais c'est un guide très, très, très particulier, très précis, qui va pour le moment, ne couvre qu'une toute petite partie de l'économie. Donc, il faut avoir des moyens à la fois de faire de la pédagogie, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi on fait les choses, et puis effectivement d'éviter que les professionnels de la finance, mais surtout les épargnants et les investisseurs, les épargnants, je pense au grand public en particulier, n'aient pas besoin de passer des diplômes pour savoir où est-ce qu'ils doivent mettre leur épargne s'ils veulent faire quelque chose de durable. Alors après, selon les épargnants, ils vont mettre derrière durable des choses très différentes. Il y en a qui vont vouloir absolument lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut pouvoir leur indiquer des fonds, puisque moi, c'est des fonds qui m'intéressent pour le label, des fonds dans lesquels ils vont avoir la sécurité sur le fait que, globalement, les choses se passent bien en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise en matière sociale, de gouvernance et globalement sur l'environnement, mais qu'en plus, s'ils veulent lutter contre les émissions, eh bien, il y aura un prisme particulier. On aura exclu probablement les fossiles, le charbon. Après, s'ils veulent exclure le nucléaire, on exclura le nucléaire. Voilà, ça, c'est une possibilité pour les accompagner dans leur choix. Parce que vous en avez d'autres qui veulent, au contraire, travailler dans le domaine de la santé ou investir plutôt dans le domaine de la santé ou dans la mixité, l'égalité homme-femme. Enfin, voilà. Après, on peut choisir ces thèmes. Mais le label, il a pour le moment pour objet d'assurer que globalement on ne fait pas de bêtises graves, voilà, et que les choses se passent bien. Et alors, pour conclure, il faut l'expliquer. Michel Papalardo, est-ce qu'on peut s'attendre à des évolutions du label en 2022 ou Je l'espère. C'est notre mission, en fait. Notre mission, c'est de faire évoluer le référentiel, en tout cas de faire des propositions au ministre pour faire évoluer le référentiel du label, en lien avec tout ce qu'on vient de dire rapidement sur la réglementation européenne, aussi avec toute la réflexion qu'il y a actuellement sur la finance à impact. C'est pas sans lien avec la réglementation européenne, mais c'est encore un sujet complémentaire. Et puis aussi, parce que tout ça arrive toujours à la même conclusion, c'est la nécessité d'avoir des données précises, claires et fiables dans les entreprises qui font les opérations dans lesquelles les fonds investissent. Et là, on est aussi en train de découvrir, pas vraiment parce qu'on le savait, mais de toucher du doigt la complexité de voir les données et la nécessité de travailler prioritairement sur ce sujet cette année notamment. Et bien justement, ça nous fait un sujet tout trouvé si jamais vous voulez revenir dans Smart Patrimoine, ce sujet de la donnée qui est toujours très complexe, enfin qui est mis en avant par les professionnels du secteur, toujours très complexe d'obtenir la donnée effectivement pour savoir dans quoi est-ce qu'on investit concrètement. Merci beaucoup Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir Marielle Cohen-Branche, le médiateur de l'AMF. Le médiateur de l'AMF qui a un rôle à part dans le paysage financier français puisqu'il peut être sollicité par tous lorsqu'il y a un différend sur un sujet financier entre un particulier et un opérateur. Bonjour Marielle Cohen-Branche. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. J'ai commencé à définir très grossièrement le rôle du médiateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle dans l'accompagnement des opérateurs ou des épargnants? D'accord, avec plaisir. L'AMF a donc créé ce service public gratuit pour les parties qui auront en litige, comme vous l'avez rappelé, entre un investisseur et un professionnel. À condition, bien sûr, que ce litige, que ce différend entre dans la compétence de l'autorité des marchés financiers. Et donc, je suis là pour aider amiablement, confidentiellement, gratuitement. Je suis indépendante de l'AMF. Mais je vais effectivement recevoir des réclamations qui n'ont pas pu être réglées directement, préalablement, avec les établissements qui sont agréés ou avec un CIF, avec une société émettrice. Ça veut dire que si jamais on a un différend avec un opérateur de bourse, par exemple, ou une société qui propose des placements, que ce différend n'a pas pu être réglé entre l'épargnant et la société, on peut saisir le médiateur de l'AMF pour demander un avis sur le sujet. Voilà, peut-être même plus qu'un avis, même si je parle de mes avis, vous avez rien. En fait, je fais une proposition. Et donc, vous avez
effectivement tout à fait raison d'insister. Je ne décide pas, je ne suis pas un juge. D'accord. Hein. Ouais. Vous pouvez, vous, si vous êtes donc un investisseur, me saisir, mais seulement, pour que ce soit recevable, après que vous ayez tenté par écrit de porter cette contestation, cette réclamation directement devant le professionnel. Il faut lui laisser aussi une chance. D'accord, il faut avoir tenté de régler le sujet avant de saisir le médiateur de l'AMF. Et si au bout de 2 mois, il ne vous a pas répondu, alors vous pouvez me saisir. Ou si la réponse négative ne vous a pas satisfait. Et à ce moment-là, si votre réclamation m'apparaît fondée en droit ou en équité, alors c'est moi qui vais négocier à votre place. D'accord, ok, directement avec l'opérateur en question. Exactement. Et donc, je vais lui demander d'abord ses observations, je vais regarder quelle pièce il me fournit, si c'est à lui, et puis à la fin, j'émettrai une proposition. Généralement, je trouve un accord avec le professionnel, et ma proposition que j'aurai soumise à ce professionnel, je vais la proposer à l'investisseur. Et c'est vrai que le résultat est au fond, au rendez-vous, puisque en moyenne, je rends des recommandations, des avis, des propositions, appelez ça comme on veut, finalement, qui sont favorables ou défavorables à l'investisseur dans 50%. Bon an, mal an, puisque je le suis médiateur depuis 10 ans maintenant. Et je suis très peu contestée, donc je suis beaucoup suivie. Mais parfois, il faut que je négocie longtemps avec le professionnel. Mais quand vous parlez de négociation, ça veut dire que ce n'est pas des avis contraignants, c'est finalement une vision extérieure sur le sujet. Exactement. Avec une proposition de règlement du différent. Absolument. Alors attention aussi, je ne suis pas compétente. Si je suis un service public et j'ai le monopole, et vous l'avez rappelé, dans le secteur de l'autorité des marchés financiers, ça veut dire aussi que je ne le suis pas en matière purement bancaire. Si vous avez un litige, on va dire, de carte bancaire, de taux d'intérêt, il faut aller voir le médiateur de la banque. Si, à l'inverse, vous avez un problème avec un contrat d'assurance, je ne suis pas compétente, même si le sous-jacent, c'est une action. Bien sûr. Et je ne le suis pas non plus si votre litige est purement fiscal. Si les conséquences sont fiscales, bien sûr, je prends. Voilà. Donc un champ de compétences plus orienté vraiment sur placement et marché financier, d'où le lien avec l'autorité des marchés financiers, finalement. En fait, je suis compétente quand l'AMF est compétente. Donc il faut que le professionnel soit régulé par l'AMF. Voilà. Alors, du coup, on va se poser un petit peu la question des sujets sur lesquels vous avez été sollicité en 2021. Alors, évidemment, tout cela est confidentiel, mais on peut se poser la question de savoir s'il y a des grandes tendances, des sujets qui reviennent régulièrement, sur lesquels les épargnants peuvent se sentir un petit peu ou floués ou simplement besoin d'un peu plus de compréhension. Voilà. Donc, ce ne sont pas les sujets qui sont confidentiels, ce sont le nom des parties. Donc la confidentialité, c'est que l'AMF ne saura pas si un professionnel, effectivement, est en litige et que je traite son dossier. D'accord. Donc effectivement, ça n'est pas public, mais même au sein de l'AMF, vous êtes la seule à connaître les noms. D'accord. Avec mon équipe, puisque je dispose au sein de l'AMF, mais il y a un China's Wall. Hein, voilà, donc ça c'est clair. Et donc, essentiellement, les principaux thématiques sur lesquelles je travaille, eh bien, ça va être d'abord, bien sûr, par exemple, tout ce qui concerne les PEA, tout ce qui concerne les ordres de bourse, tout ce qui concerne les OST, les opérations sur titre. Et puis aussi, le grand second domaine, c'est l'épargne salariale. C'est tout de même 11 millions de salariés qui investissent pour un total de 140 milliards en stock. Hein. Et alors, tout ce qui est ordre de bourse, OST, du coup, vous êtes très souvent sollicité dessus, alors là même qu'on pourrait se dire que c'est automatisé, finalement. Alors, oh là Que n'ai-je pas dit? Non, vous avez raison. Il y a parfois des transactions qui sont de plus en plus dématérialisées. Et donc, ce qui est vrai, c'est que depuis 2 ans, la dématérialisation s'est accélérée avec la crise du Covid. Et que vous pouvez, par exemple, donner des ordres par email, mais est-ce que la transaction est pour autant elle-même dématérialisée? Pour les titres non cotés, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que on l'a constaté, et l'AMF le redit, depuis justement 2 ans, il y a eu un appétit beaucoup plus grand des consommateurs français, donc des investisseurs, des épargnants potentiellement, pour placer leurs avoirs. Et donc, naturellement, ces nouveaux investisseurs qui se sont, pour certains, il y a 2 ans, au fond, intéressés à la bourse. Puis il y a ceux qui ont eu peur parce qu'il y avait eu, en 2020, des bouleversements. Vous savez, il y avait eu 2 journées noires en mars et 2020. Au contraire, en 2021, qu'est-ce que nous avons eu? C'est une augmentation de 30% du CAC 40 et une arrivée, et ça ce sont les chiffres de l'AMF, de plus d'1 million de nouveaux actionnaires. Donc, bien sûr, eh bien, les litiges se sont accrus. Alors, ils se sont accrus parce que
au fond, ce sont des nouveaux investisseurs. Et qui n'ont pas la même peut-être connaissance des marchés financiers et qui apprennent finalement sur les marchés financiers. Donc ça crée un nombre de litiges supplémentaires. Exactement. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'un avis que je vais rendre et qui sera défavorable, c'est le plus souvent parce que la règle n'était pas connue et qu'elle n'a été pas forcément bien expliquée par le professionnel, même si sur le fond, il avait raison. Ou qu'il n'y avait pas de préjudice. Voilà. Donc, c'est vrai que ce sont presque les avis les plus compliqués parce qu'il faut être très pédagogue. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'effectivement, il y a différents ordres de bourse. On peut fixer son prix à l'avance, on peut fixer des ordres stop ou des limites, ou alors on peut vouloir acheter au marché. Dans ce cas, c'est le marché qui va décider à quel prix on achète. Tout ça, si on ne le sait pas, entre guillemets, on peut quand même se retourner vers l'opérateur de bourse qui a fait son travail normalement. Alors, précisément, il y aura une incompréhension ou une croyance que le professionnel a mal fait. D'accord. Et donc, nous allons décortiquer, je vais décortiquer avec mon équipe, effectivement, s'il y a eu un dysfonctionnement, oui ou non, et au terme de laquelle il s'en est suivi un préjudice, oui ou non. D'accord. Et donc, c'est toute l'analyse qui demande parfois plusieurs mois, puisqu'il faut un dialogue, des échanges, beaucoup de documents. Et avec mon équipe, nous réussissons effectivement à la fin d'une instruction, et je signe personnellement tous les avis, comme vous les avez appelés. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai dépassé 750 avis, ce qui est pour moi énorme. Et sur des profils, du coup, qui étaient peut-être moins avertis sur les sujets investissement ou bourse. D'accord. J'avais appelé ça, avec mon délégué, les apprentis investisseurs. D'accord. Oui. Et donc, cela attiré évidemment par les taux bas en se disant les perspectives de rendement sont bien meilleures. Donc on va aller sur du plus risqué sans trop savoir ce qu'était le plus risqué À la limite, ils ne disent pas plus risqué, mais plus rentable. Oui, c'est ça. Mais c'est justement ce que je viens de leur rappeler aussi. C'est qu'eux-mêmes s'imaginent que quand il y a une annonce, un communiqué de presse, c'est formidable, il faut acheter tout de suite et il faut être prioritaire. Et par exemple, pour ne citer que ce cas concret, pour être sûr d'être prioritaire, vous êtes obligé de donner un ordre de bourse qui s'appelle au marché et vous ne maîtrisez pas le prix. Et là commencent les dégâts possibles. Et surtout sur des journées noires dont vous parlez, où le prix peut chuter ou augmenter très rapidement. Ou des journées très blanches, où il y aura un tel engouement que Euronext va être obligé de suspendre le cours ou de le réserver pendant quelques heures. Et donc les déconvenus, moi j'ai des clients de banques qui ont perdu 100 000 € dans la journée. Et donc, parce que le cours avait été suspendu et qui ne savaient pas ou qui n'avaient pas voulu, ça dépend, annuler l'ordre qu'ils avaient donné, alors que lorsque la suspension cesse, eh bien, le cours n'est plus à 2 € mais à 13 €. Alors, je vous propose de parler rapidement aussi du sujet PEA. Donc, effectivement, un PEA permet justement de réaliser des ordres de bourse, notamment. Vous avez beaucoup de sujets là-dessus. Alors, c'est devenu le premier thème. Alors, sachez qu'en matière de PEA, qui est une enveloppe fiscale formidable, et au bout de 5 ans, vous bénéficiez, mais qui est très pointilleuse. Pourquoi ? Parce que justement, vous avez un avantage fiscal et que les banques sont tenues de respecter cette... Et donc, si vous ne respectez pas un des éléments constitutifs du PEA, on vous le clôture. Et là, les dégâts peuvent être grands. Et donc, effectivement, une des remarques que j'observe, c'est que beaucoup de clients s'imaginent que l'herbe est toujours plus verte à côté. Et donc, j'ai un mouvement que j'appellerais presque brownien, de clients qui ont un PEA dans la banque A et qui veulent aller dans la banque B, mais j'ai un mouvement analogue de clients de la banque B. Et je peux vous dire que c'est... Donc, je veux simplement dire, en termes très simples, l'herbe n'est pas toujours plus verte à côté. Bon. Et le délai de transfert d'un PEA, 50% de mes litiges en matière de PEA, ce sont les transferts. D'accord. S'allongent et sont compliqués. Et c'est peut-être trop long, mais les raisons pour lesquelles c'est très long ne tiennent pas fort, on ne sait pas à cause de qui et pourquoi. Et donc, si vous avez des titres non cotés, si vous avez des titres étrangers, si vous avez des parts sociales, si vous avez surtout des OST, et donc pendant ce moment-là où tout se déroule et s'allonge, pouvez-vous arbitrer ou pas ? Mais si vous arbitrez, est-ce que ça ne diffère pas ou ça n'arrête pas le transfert ? Mais si vous ne pouvez pas arbitrer, que se passe-t-il ? C'est extrêmement compliqué. Voilà, il faut le savoir. Donc mieux vaut bien choisir au départ plutôt que de vouloir changer à chaque opération promotionnelle chez le concurrent. Mais il y a eu également en 2021 un plafonnement de l'enveloppe fiscale de frais.
intéressant, mais avec une nouvelle réglementation, vous avez des interprétations différentes. Vous avez le problème du Brexit, les titres inéligibles. Brusquement, qu'est-ce qui se passe? De combien de temps? Donc souvent, ce que je vais essayer de faire, c'est de dire la règle, très bien, est-ce qu'elle a été bien expliquée? Est-ce qu'elle a été bien claire? Et comment le teneur de compte, la banque, vous a informé? Est-ce qu'il s'est contenté de mettre ça sur son site ou est-ce qu'il ne devait pas vous apporter l'information par mail, par SMS ou vous alerter? Ça, c'est très important pour moi. Faire la distinction entre est-ce que l'information est disponible sur le site ou est-ce qu'il y a une démarche proactive de l'information? Exactement. Et alors, il nous reste quelques minutes pour évoquer également ce sujet de l'épargne salariale que vous avez mentionné. Là, vous avez beaucoup de sujets aussi autour de l'épargne salariale. Alors, j'en ai eu beaucoup. J'ai pu faire évoluer et j'en suis, on va dire, oui, un petit peu fière, voilà, contente. Voilà, non, je veux dire contente. D'accord. Il y a 7-8 ans, j'avais 30 demandes, ça a multiplié par 10, et peu à peu, grâce au fait que les grands teneurs de compte d'épargne salariale, dont je rappellerai, c'est tout de même 11 millions de salariés, et plus donc de 140 milliards d'encours, eh bien, j'ai pu apporter des précisions, des éclaircissements, et j'ai pu surtout collaborer avec ces grands teneurs de compte qui sont peu nombreux. D'accord. Oui. Donc, quand vous avez un marché dans lequel vous avez peu d'opérateurs, d'acteurs, exactement, à ce moment-là, ils comprennent mieux l'intérêt que je peux représenter à améliorer, parce qu'eux aussi, ils ont intérêt à ce que les litiges soient résolus rapidement. Et alors, donc, il portait sur quoi cette augmentation des litiges? Grosso modo, c'était les cas de déblocage légaux qui ne sont pas les mêmes selon que vous êtes dans un plan d'épargne ou un plan de retraite. Comment vous basculez de l'un à l'autre. Et donc là, le fameux placement par défaut dans le PERCO. Les gens ne savaient pas ce que c'était que le PERCO, ou ils imaginaient que le nombre de cas légaux étaient les mêmes, ou ils n'avaient pas encore compris que ça serait bloqué, sauf cas vraiment très rares, jusqu'à leur retraite. Donc, nous travaillons en collaboration, vraiment, je peux dire, avec certains d'entre eux. Peut-être pas tous, hein, mais certains d'entre eux, mais je ne peux pas les nommer. Bien sûr. Oui. Mais en tous les cas, pour qu'ils améliorent ne serait-ce que leur site, leur écran, avec des pop-up, toujours le avec sujet des de pédagogie dessins. finalement, d'expliquer où va votre raison. argent et concrètement à quoi est-ce que vous vous engagez ou à quoi est-ce que vous décidez de ne pas faire quand vous placez votre argent. Et donc cette pédagogie, j'aime beaucoup ce terme que vous utilisez, qui m'a toujours soucié puisque je suis un ancien juge, c'était de dire ce que j'ai retrouvé comme solution, est-ce qu'elle ne pourrait pas servir à d'autres ? Comment tirer des leçons plus générales pour qu'on n'ait plus besoin de moi? C'est un rêve d'être au chômage, mais c'est plutôt le surmenage en ce moment. Eh bien, je crois que j'ai imaginé quelque chose qui a eu beaucoup de succès, ce qui s'appelle le dossier du mois, le blog du médiateur. Donc, sur le site de l'AMF, chaque mois, je vais décrypter un cas très concret en disant voilà ce qui s'est passé. Donc, ça permet d'apprendre comment je travaille avec mon équipe. Et d'autre part, ça permet aussi de tirer une leçon générale. Et je peux vous dire qu'il a un succès croissant, 10 fois plus de visites en 6 ans, c'est en 2014. Et puis, il est repris par la presse. Et donc, ça permet à beaucoup de dire j'ai pas eu besoin de vous, j'ai lu un de vos dossiers. Merci beaucoup, Marianne Cohen-Branche. On pourra en parler du coup prochainement dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le médiateur de l'AMF. Merci d'être venu faire preuve d'un petit peu de pédagogie sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart. En attendant, je vous invite à consulter les émissions en replay et également en podcast. N'oubliez pas sur toutes les plateformes de podcast.